Ministre, la parole est maintenant à Monsieur Alain Tourret, rapporteur de la Commission des lois. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, l'ADN des radicaux de gauche, c'est la laïcité. Depuis 1905, depuis l'esprit des Lumières, depuis toujours. Les radicaux, c'est toute la laïcité tolérance, la laïcité de combat, la laïcité de consensus, la laïcité d'intégration à la République. Être laïque, ce n'est pas s'attaquer à l'islam, ce n'est pas l'islamophobie, ce n'est pas s'attaquer aux églises, ce n'est pas s'attaquer aux religions du livre. Être laïque, c'est d'abord être fier d'être français, puisque la laïcité, c'est l'article 1 de la Constitution de notre République. Être laïque, c'est le libre arbitre, c'est la libre pensée, c'est la supériorité de l'esprit, de la liberté de l'esprit sur toutes les croyances. Cette laïcité, celle que je porte, c'est celle de Georges Clemenceau, c'est celle d'Émile Combes. Il n'est dès lors pas étonnant que les radicaux se soient toujours battus, en dépit de tout, pour faire passer un texte de principe portant sur la jeunesse de notre pays. Ce que je porte, je sais que d'autres le portent aussi, cher Jean Clavani. La présente proposition de loi trouve son origine dans le dépôt d'un texte au Sénat le 25 octobre 2011 par Madame Françoise Laborde et les membres du groupe RDSE. Après avoir été profondément remaniée par la Commission des lois du Sénat, et en particulier avec l'aide d'Alain Richard, elle a été adoptée en première lecture par celui-ci le 17 janvier 2012. Le 4 mars dernier, elle a été adoptée à son tour par la Commission des lois de notre Assemblée, qui a apporté un certain nombre de modifications. Ce texte vise actuellement, dans le cadre de la montée des communautarismes, à être un facteur d'unité nationale et de sécurité juridique. Il a l'ambition de s'inscrire dans le prolongement de notre grande loi fondatrice du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, et plus précisément de la conception développée par celle-ci d'une laïcité conciliant la liberté de conscience, le pluralisme religieux, la neutralité de l'État. Le double principe selon lequel la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, mais garantit leur libre exercice et assure la liberté de conscience, réunit en effet la grande majorité de nos concitoyens. Ceux-ci sont attachés à l'égalité de tous devant la loi, sans distinction d'origine, de race ou de religion, ainsi que sur la nécessité pour l'administration, donc pour l'État, d'offrir toutes les garanties d'une neutralité dont les usagers ne puissent en aucun cas douter, ce qui exclut la manifestation de convictions religieuses et le port de signes religieux dans le cadre du service. Au service de la paix et de la concorde entre tous les Français, quelles que soient leurs convictions, la présente proposition de loi se veut aussi être une garantie de sécurité juridique. Le renforcement de l'application des principes de laïcité et de neutralité exige aujourd'hui de recourir à la loi. N'est-ce pas, Monsieur le Président Urvoas, flexible droit, flexible jurisprudence, mais incontestable inflexibilité de la loi. Au service de la paix et de la concorde entre tous les Français, quelles que soient leurs convictions, nous voulons assurer ainsi la sécurité. Les solutions adoptées par la jurisprudence n'ont en effet ni la solidité ni la pérennité souhaitables. Et Madame la Ministre, vous avez eu raison de rappeler qu'une jurisprudence remplace une autre jurisprudence. L'application de ces principes à l'État, aux collectivités territoriales et aux services publics est depuis toujours, le professeur Schwarzenberg le sait mieux que quiconque, posée par la jurisprudence administrative. En ce sens, les derniers arrêts d'ailleurs, qui ont repris cette vieille jurisprudence, ceux du 3 mai 2000 et ceux du 23 février 2006. Mais il a fallu attendre un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 mars 2013 pour que soit clairement affirmée l'application de ces principes aux organismes de droit privé
chargé d'une mission de service public. C'est le fameux arrêt de la Chambre sociale du 19 mars 2013, CPAM de Seine-Saint-Denis. Le cas des personnes morales de droit privé qui se trouvent proches de la sphère publique, notamment parce qu'elles accomplissent une mission d'intérêt général, sans pour autant en faire partie, a suscité quelques difficultés, reconnaissons-le. La possibilité pour ces personnes morales, telles que les structures d'accueil de la petite enfance, de limiter la liberté de leurs salariés de manifester leurs convictions religieuses, notamment par le biais de la tenue vestimentaire, a été très fortement contestée. En témoigne la fameuse affaire Babilou, dont il est bon de rappeler en quelques traits le déroulement. Le 13 décembre 2010, le Conseil de prud'homme déboute la salariée qui avait été attaquée après avoir été licenciée. Il juge que la crèche assure une activité de service public compte tenu de son financement très largement public. Le 27 octobre 2011, la Cour d'appel de Versailles confirme le jugement prud'homal. Elle estime que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Elle relève qu'en l'espèce, les restrictions à la liberté d'expression confessionnelle sont prévues dans les statuts et que les enfants accueillis n'ont pas à être confrontés à des manifestations ostentatoires d'appartenance religieuse. La Chambre sociale de la Cour de cassation, le 19 mars 2013, va casser l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles. Elle souligne que l'association ne gère pas un service public. Elle considère que la clause de laïcité et de neutralité prévue par les statuts est trop générale et trop floue pour tenir en échec l'exercice de la liberté religieuse. Le licenciement en cause est donc, à partir de ce moment-là, considéré comme nul. L'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel de Paris le 27 novembre 2013. Celle-ci résiste à la Cour de cassation après des observations remarquables du procureur général. À partir de ce moment-là, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation va être saisie. Et le 25 juin 2014, elle va rejeter le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Mais il faut étudier avec beaucoup d'attention les attendus de la Cour de cassation et de la Cour d'appel de Paris. La Cour d'appel de Paris avait retenu le principe de l'entreprise de conviction. Se fondant sur les dispositions du règlement intérieur, elle juge que la crèche pouvait restreindre la liberté de ses salariés de manifester leur religion en raison de la nature des tâches accomplies par ceux-ci. Les multiples rebondissements qu'a connus cette procédure judiciaire montrent qu'en l'état du droit, s'agissant de l'application du principe de neutralité dans les structures d'accueil de la petite enfance à statut privé, tout est particulièrement incertain. Si les règles juridiques actuelles suffisaient, on ne voit pas pourquoi il aurait fallu, pour arriver à trancher la question, pas moins de 4 années et de 5 décisions judiciaires invoquant chaque fois des motifs différents. Il convient de relever à ce propos que l'arrêt de l'Assemblée plénière du 25 juin 2014 ne saurait s'analyser comme un arrêt de principe, mais bien plutôt comme un arrêt d'espèce, ce qui est quand même assez contradictoire de la part de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Il apparaît donc indispensable aujourd'hui d'apporter sécurité juridique dans une matière où elle fait particulièrement défaut. Telle est la visée de la présente proposition de loi. Il fallait tout d'abord qu'il y ait un texte. Et il a fallu affronter, d'une part, l'Observatoire de la laïcité qui ne voulait aucun texte, d'autre part, la CNCDH qui ne voulait aucun texte. Et il a fallu les convaincre, et l'un et l'autre, de la nécessité d'un texte. Et cela n'a pas été facile. Et je remercie ceux qui y ont contribué. C'est dans cet esprit que la Commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un certain nombre d'amendements au texte. Celui-ci comporte aujourd'hui 6 articles, dont 4 n'ont qu'une valeur purement rédactionnelle ou de coordination. L'article 1er, modifiant le Code de la santé publique, définit le régime juridique des établissements et services accueillant des enfants de moins de 6 ans, et non pas en voie de scolarisation, car en voie de scolarisation, on serait tombé à 3 ans. C'est-à-dire des crèches et des haltes de garderie au regard du principe de neutralité en distinguant 3 situations. Ceux qui bénéficient de financements publics, destinés à soutenir leur activité d'accueil, sont soumis à une obligation de neutralité en matière religieuse. Ceux qui n'en bénéficient pas n'y sont pas soumis, mais peuvent apporter, dans leur règlement intérieur ou dans une note de service, des restrictions à la liberté d'expression religieuse des salariés au contact des enfants. Enfin, ceux qui se prévalent d'un caractère propre, c'est-à-dire d'un caractère religieux, ne sont par définition pas soumis à l'obligation de neutralité. Toutefois, lorsqu'ils bénéficient de financements publics,
Ils doivent accueillir tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance de leurs représentants légaux. Leurs activités doivent assurer le respect de la liberté de conscience des enfants. La Commission a adopté un amendement excluant du champ de cet article les crèches dites familiales, où l'accueil des enfants se fait essentiellement au domicile des assistants maternels. Elle a également substitué l'expression « financement public » à celle d'aide financière publique, jugée excessivement large. Ce dispositif ne me paraît toutefois pas pleinement satisfaisant, notamment parce que le critère de financement public n'est pas, lui non plus, dépourvu d'ambiguïté. Je vous proposerai donc, à la place, un dispositif légèrement différent, que je peux résumer en disant qu'il consacre dans la loi les règles posées par la jurisprudence, tant administrative que judiciaire, en matière d'application du principe de neutralité dans les établissements et services accueillant des enfants de moins de 6 ans, tout en insistant sur le respect de la liberté de conscience des enfants. L'article 2 crée un nouvel article au sein du Code de l'action sociale et des familles portant sur les centres de vacances et de loisirs, accueillant des mineurs. Il établit lui aussi une distinction entre 3 situations possibles. Compte tenu de la grande diversité des personnes morales concernées, accueil avec hébergement, accueil sans hébergement, accueil de scoutisme d'au moins 7 mineurs, accueil avec et sans hébergement, la Commission des lois a jugé sage de renvoyer à un décret en Conseil d'État la détermination des conditions d'application de ce nouvel article, afin de permettre une modulation des conditions de mise en œuvre du principe de neutralité en fonction du mode d'accueil collectif concerné. Toutefois, il ne me paraît pas satisfaisant d'instaurer un régime qui se veut général tout en laissant au pouvoir réglementaire le soin d'en fixer les conditions d'applicabilité pour chaque mode d'accueil. C'est pourquoi, au vu de la très forte diversité, au vu aussi de l'impossibilité de trouver un certain consensus pour chaque mode d'accueil, j'ai pensé qu'il était préférable de ne pas aller plus loin dans le cadre de l'option de l'article 2. L'article 3, dans la version du texte issu du Sénat, a été annulé par notre commission et je confirme que c'est là aussi mon avis. Merci de conclure. Notre société est en proie à une perte de repères, à des tensions de type communautariste, parfois instrumentalisées. Face à cela, il nous revient, en notre qualité de législateur, de poser avec fermeté et respect les conditions d'une clarification juridique dont l'affaire Babylou et les circonstances qui l'ont entourée ont montré la nécessité et l'urgence. La présente proposition de loi n'aborde certes ni les entreprises, ni l'université, ni d'autres domaines encore où se posent chaque fois des problématiques différentes, on peut le regretter. Mais il fallait d'abord obtenir un premier texte, une première loi, alors que tellement s'opposaient à ce qu'il y ait simplement un premier texte. Aujourd'hui, cette proposition de loi présente le mérite de porter sur les structures accueillant les plus vulnérables d'entre nous, c'est-à-dire les enfants, c'est-à-dire nos enfants. Ceux-ci ne doivent en aucun cas devenir les otages de comportements provocateurs ou contraires aux impératifs du vivre ensemble. La présente proposition de loi contribuera à les protéger contre de tels risques. C'est pourquoi je vous invite à l'adopter. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.